Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, récemment il s'est passé quelque chose de pas très cool pour moi. Mon disque dur externe, qui comportait au total plus de 8 ans de projets, de vidéos, etc., m'a soudainement lâché. Ce qui fait que j'ai perdu masse de choses. Cependant, grâce à des amis et quelques trucs que j'avais postés sur les réseaux sociaux, j'ai pu en retrouver la plupart, mais pas tous évidemment. Et je ne vous cache pas sur le moment que je n'avais plus du tout envie de continuer les TRJ Parle 2 pour uniquement me concentrer sur mes propres dessins animés, dont d'ailleurs récemment, après ça d'ailleurs, j'avais sorti le teaser pour Megabeast 2. Il a à peine commencé à écrire le scénario. Mais comme je suis quelqu'un qui adore se contredire, du coup, je me suis dit que j'allais relancer les TRJ Parle 2, et aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Eh bien de la quadrilogie Fievel, évidemment. En effet, après la vidéo que j'avais sortie sur la légende de Frisbee, je me suis dit qu'il était temps pour moi de rattraper mon retard et de regarder les Fievel. Les films Fievel faisant partie des franchises que je voulais regarder depuis déjà il y a bien longtemps, mais que je n'ai pas pu pour X raisons. Un petit peu comme le film Coraline, quoi. Tout à fait. Et nous allons commencer de suite avec le premier opus, Fievel et le Nouveau Monde ou An American Tale en version originale. J'adore ton accent anglais. Sorti en 1986 et réalisé par Don Bluth, le film est avant tout une idée de Steven Spielberg. En effet, c'est après avoir vu Frisbee le secret de Nîmes que Spielberg contacta Don Bluth pour réaliser un film dans la même veine. Bien qu'il était proposé qu'il n'y ait que des animaux comme personnages, c'est Don Bluth qui suggéra d'y inclure des êtres humains, créant un parallèle entre les deux mondes. Le thème principal vient d'un passé commun entre Spielberg, Bluth et Kathleen Kennedy, qui à l'époque avait produit tous les plus grands succès des années 80 avant de devenir la cible des fans de Star Wars. En effet, leurs grands-parents étaient d'anciens immigrés attirés par le rêve américain. Les premières ébauches de Fievel sont jugées trop longues et sont de nombreuses fois modifiées avant sa version finale. De plus, Don Bluth n'aimait pas le prénom Fievel et pensait que personne ne s'en souviendrait. Le prénom, en lui-même, provient du grand-père maternel de Spielberg, Philip Posner, dont son nom yiddish était Fievel. Le film est également un film anniversaire puisqu'il fêtait les 100 ans de la Statue de la Liberté. C'est pour cela que l'on suit sa construction de temps à autre dans le film. Fievel et le Nouveau Monde est le film qui a pété les box-office en 1986, rapportant 47 millions aux États-Unis et 84 millions dans le monde entier. Même les studios Disney n'ont pas réussi à atteindre un score comme celui-ci. Mais du coup, que raconte ce film? L'histoire nous propulse en 1885, Spielberg 1885, bref. L'histoire nous propulse en 1885 où nous suivons la famille des Mauskevitz ou Souriskevitz en version française. Une famille de souris d'origine russe qui vivent sous la terreur des attaques de chats, une représentation des Cosaques. En réalité, c'est plus compliqué que ça. En effet, la ville natale de la famille de Fievel est Tchoska, une ville industrielle de l'oblast de Soumy qui se trouve en Ukraine. Tchoska est d'abord un village de Cosaques d'Ukraine fondé au XVIIe siècle. Les Souriskevitz sont, de ce fait, ukrainiens et non russes. De plus, cette précision est loin d'être anodine. Pourquoi? L'invasion présente au début du film est inspirée des attaques antisémites dites pogrom, qui signifie pillage ou destruction en russe, qui se sont déroulées au XIXe siècle. Le pays qui souffert de ces attaques n'est ni plus ni moins que l'Ukraine, puisque la famille de Fievel sont des Ukrainiens juifs, d'où l'importance de cette précision. Revenons à l'histoire. N'en pouvant plus de vivre dans la crainte et la peur, ils saisissent leur chance de partir croquer le rêve américain, le pays où il n'y a pas de chat. Mais les choses ne sont pas comme ils l'imaginent. Alors je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Comme j'expliquais en début de vidéo, ce n'est que tout récemment que j'ai découvert les 4 films Fievel. Et parmi les 4 films, il y en a évidemment un que j'ai adoré, mais à contrario, il y en a aucun que j'ai détesté. Et pourtant, parmi les 4 films, s'il y en a un que j'ai un peu moins apprécié que les autres, c'est bien celui-là. Cela n'a pas non plus été une déception puisque dans l'ensemble j'ai quand même bien apprécié le film, mais contrairement aux opus suivants, c'est celui auquel j'ai le moins apprécié. Le film reste quand même beau à regarder. Il est touchant, on suit un personnage principal en pleine errance, dans un monde totalement inconnu où les espoirs se transforment en désespoir, et que bien que le chat représente la menace, c'est d'ailleurs pour ça que l'on suit une famille de souris, ce n'est pas pour autant qu'ils le sont tous, en témoigne le personnage de Tiger par exemple. Et même les chansons sont passées crème. Mais alors du coup, pour quelle raison est-ce que je l'ai un peu moins bien apprécié? Eh bien, c'est pour une raison qui peut paraître assez bête, mais je trouve que le premier Fievel a une certaine frustration. En effet, dans l'histoire, lors du voyage, Fievel sera séparé de sa famille. Et tout le jeu dans le reste du film, jusqu'au climax final, sera qu'en fait Fievel sera à la recherche de sa famille, sans s'en rendre compte qu'au final, elle est toute proche. Bien entendu, à observer le film, c'est complètement voulu, et c'est un jeu de quiproquo. Mais désolé, quand Fievel est juste à 1 mètre au-dessus de ta tête et tu entends clairement sa voix, j'ai un peu de mal à y croire. De plus, j'ai l'impression que certains éléments du scénario ne sont vraiment que des éléments secondaires. Voire même, je ne vois pas en quoi le climax d'un de ces éléments résoudrait le problème. Sans trop spoiler, je fais évidemment référence à la fameuse scène qui a traumatisé plusieurs enfants, la souris de Minsk. Je trouve cependant que la scène qui suit s'éternise un petit peu pour pas grand chose, mais le détail qui ne m'a pas aidé dans l'appréciation du film est évidemment le fait que
Fievel est juste insupportable. Si cependant dans le film il est la clé pour résoudre certains problèmes, c'est surtout lui qui les provoque. On pourrait parler certes d'un personnage qui évolue, mais à la fin du film je n'ai pas trop eu l'impression qu'il ait évolué le petit Fievel. Cependant, malgré les petites réserves négatives que j'ai eues, il reste que c'est un film beau et touchant. Alors, il reste un dernier détail à propos du premier film. De base, je ne voulais pas en parler parce que je trouve ça juste crétin et absurde, mais il est à noter que le premier film Fievel a été accusé de plagiat. En effet, un auteur de BD underground, Art Spiegelman, connu pour avoir co-créé cette merde qu'étaient les Garbage Pail Kids, a accusé Spielberg d'avoir utilisé le principe des souris comme représentation des juifs, exactement comme lui l'avait fait dans son comics Mouse. Là où je dis que c'est stupide, est que l'utilisation des animaux a toujours été une métaphore à nous. On peut citer par exemple La ferme des animaux, qui est en soi une grosse métaphore du communisme. Tom et Jerry peut s'y prêter aussi. Donc en soi, cette accusation est stupide puisque je suis même sûr que même avant lui, ça avait déjà été fait. Et puis bon, dans Fievel, les souris ne représentent pas que les juifs. Donc voilà, parenthèse fermée. Il faudra cependant attendre 1991 pour qu'une suite au premier Fievel voie le jour. J'ai nommé Fievel of Far West. Déjà annoncé à la fin du premier film, cette suite se concentre exclusivement à la conquête de l'Ouest. Néanmoins, seul Spielberg restera à bord, et sa maison de production, Amblin Entertainment, produira entièrement le film. La réalisation sera confiée à deux personnes pas si inconnues que ça, Phil Nebelink et Simon Wells, deux animateurs qui, comme Don Bluth, ont fait leurs armes chez Disney. Phil Nebelink travaillera sur les projets de Disney comme par exemple Taram et le Chaudron Magique, Basil Détective Privé, il commencera même à animer quelques scènes de Killer Poe de Roger Rabbit. On le retrouvera cependant quelques années plus tard sur le film Casper, duquel il réalisera toutes les scènes animées. Fatigué des grosses productions, il décidera de réaliser ses propres films en fondant une société avec sa femme en 1998. Ces films ne sortiront qu'en directo vidéo et sont malheureusement réputés pour être de sacrés navets. Je vous laisse avec un extrait. Out of my way, boy. It's the princess I want, and the princess I shall have. Psst. Psst, psst. What? Oh. Would you like to smell my flower? Why, thank you. Wow! Voilà. De l'autre côté, nous avons donc Simon Wells qui n'est pas un parfait inconnu. Ne serait-ce que par la sonorité de son famille, vous avez compris de qui il s'agit. Il s'agit évidemment du petit-fils de l'écrivain H.G. Wells, l'auteur de La Machine à explorer le temps. Œuvre qui a été adaptée par Simon Wells en 2002 et qui a donné lieu à un film catastrophique. Bon, après lui-même a avoué que c'était une mauvaise idée. Mais les deux bonhommes sont surtout connus pour avoir réalisé Fievel of Far West. Mais de quoi raconte cette suite ? À peu près pour les mêmes raisons que le premier film, les Swiss décident de refaire leurs valises pour partir à la conquête de l'Ouest. Métaphore au fait que plusieurs immigrants ont réellement fait leurs valises pour partir à la conquête de l'Ouest pensant y faire fortune. Et évidemment échapper à l'oppression des grandes villes qui ont essayé de les exploiter. Mais encore une fois, la désillusion va être totale. À l'instar du premier opus, Fievel of Far West n'eut un succès plus que modéré. Il ne rapporta que 40 millions au total, ce qui est la moitié du premier film. La raison à cela est que les critiques et le public préféraient largement l'ambiance de Fievel et le Nouveau Monde, qui avait un côté très touchant et poétique. Puisqu'en effet, cette suite décide de complètement épouser les codes de la comédie. Puisqu'en effet, la première chose que l'on peut constater en regardant Fievel of Far West est ô combien le film est barré. J'ai été très surpris de voir que le film adopte un humour complètement absurde. Bien entendu, il n'en oublie pas les codes de ce qui a fait le succès du premier Fievel. Mais clairement, le ton du film est très différent du premier. On dirait presque ce que l'on appelle une antithèse. Ce qui fait cependant que l'identité n'est pas perdue, c'est évidemment le thème de l'immigration qui est toujours au cœur des Fievel. Pourtant, bien que l'humour barré reste assez maîtrisé et ne concerne exclusivement qu'un seul personnage, Tiger en l'occurrence, je peux comprendre en quoi cet aspect a dû en rebuter plus d'un. Mais pour ma part, c'est mon préféré. J'adore Fievel of Far West. J'adore son humour, j'adore l'animation, j'adore le méchant principal. Même Fievel commence à remonter dans mon estime. On sent que le film est beaucoup plus coloré, qu'il a un côté beaucoup plus vivant. Cependant, je n'ai rien contre l'aspect triste et touchant du premier film. Au contraire même, c'est ce qui a ajouté une certaine poésie. Mais c'est ce qui rend justement le deuxième film intéressant. C'est qu'on sent qu'il joue sur l'idée, comme j'expliquais, d'antithèse, de contraire du premier film. C'est pour ça que le public a considéré que cette suite n'avait pas la même identité que le premier. C'est parce que le ton était relativement différent. Mais à regarder le film, j'ai l'impression que c'était voulu en fait. Comme si, en soi, les films étaient opposés, tout en étant liés finalement. Donc, pour ma part, en soi, je considère que Fievel of Far West est une très bonne suite, fidèle au premier malgré le ton relativement différent. Évidemment, pour pallier à sa sortie en salle, le film a eu le droit à une série télévisée à son nom, ainsi qu'un jeu vidéo.
La série télévisée est assez sympathique, sans plus, respectant bien l'univers du film, et le jeu vidéo que j'avais joué à une époque bien avant d'avoir vu le film, qui lui par contre est dur. Tant qu'à parler des jeux Fievel, après celui sur Super NES, on peut découvrir un jeu Fievel sorti en 1993 sur DOS. Le jeu vous propose de retracer les 2 premiers films sous une ambiance point and click. Une ambiance qui n'est pas sans rappeler Mario is Missing. En 2002 sortira sur Game Boy Advance un autre jeu basé sur le film Fievel of Far West. Fievel et le trésor perdu, qui est évidemment une mauvaise traduction, puisque le jeu ne fait pas référence au 3e film mais au 2e, et aussi que le titre original du jeu se nomme Fievel Gold Rush, qu'on peut traduire par la ruée vers l'or de Fievel. Cependant, en soi, le jeu reste quand même assez classique pour de la plateforme. En 2007 sortira un tout dernier jeu Fievel, Super Fievel Ball. Bon, en réalité, il s'agit d'une adaptation vidéoludique du premier film, qui repompe comme un gros sale les concepts du jeu Super Monkey Ball, en plus d'être sacrément nul à chier, mais pas besoin de s'éterniser plus longtemps quand on sait que les développeurs ne sont autres que Data Design, un studio de développement qui a aujourd'hui fermé ses portes, pour avoir littéralement copié un jeu plus d'une centaine de fois. Et pourtant, même si Fievel of Far West n'a pas été un échec, il faudra attendre 1998 pour qu'une nouvelle aventure de Fievel apparaisse, en directo vidéo. Ce qui a motivé la production de ces suites est tout simplement la ressortie en VHS des 2 premiers films Fievel à la fin des années 90. Si vous avez vu ma vidéo sur la légende de Brisby, vous savez ce que j'ai dit à propos des directo vidéo. Généralement, lorsqu'une suite possède le mot DTV, cela n'annonce rien de bon. Et quand on voit le résultat de la légende de Brisby, on peut penser que Fievel a malheureusement suivi le même chemin, succombé dans les limbes des suites pas terribles du tout, voire même très mauvais. Eh bien, vous risqueriez d'être surpris. Je n'en attendais pas grand-chose, pourtant les 2 suites de Fievel sorties en directo vidéo, à savoir Fievel et le trésor perdu, ainsi que sa suite Fievel et le mystère du monstre de la nuit sortie l'année suivante, sont 2 très bons DTV. Puisqu'à l'instar de la légende de Brisby, ces 2 suites directo vidéo respectent parfaitement l'univers de Fievel. Même si chronologiquement ils sont un petit peu compliqués à placer, et le budget d'un DTV, mais bon ça c'est pas grave, les 2 films sont en soi intéressants dans ce qu'ils proposent, et vont même, dans le cadre par exemple de Fievel et le trésor perdu, à surprendre le spectateur. Ils essaient même de proposer quelques idées neuves, et ne cherchent pas à être une pâle copie des 2 premiers films. Mais alors, que racontent ces 2 DTV? Dans Fievel et le trésor perdu, les Souskiewicz essayent tant bien que mal de vivre leur rêve américain, avec évidemment beaucoup de mal. C'est alors qu'un jour, Fievel tombe sur une carte mystérieuse qui indiquerait l'emplacement d'un trésor. C'est alors qu'une expédition est organisée, mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu. C'est alors qu'ils vont croiser des souris indiennes vivant cachées au plus profond de l'île de Manhattan. Sans trop vous en révéler plus, parce que cette suite vaut le détour, le film est très loin d'être une bête histoire de chasse au trésor, puisqu'en soi la thématique est tout autre. On parle des mouvements de grève, de manipulation, de monter les uns contre les autres, Fievel qui est complètement adorable, des tensions raciales, etc. Littéralement, on parle de thèmes dont on ne penserait pas que ce film aborderait. Et j'ai envie de dire, juste par cet effort et ce retournement, le film vaut le détour. Et en plus, Fievel est adorable. Après un très bon 3e opus, nous attaquons le dernier volet de la saga Fievel, Fievel et le mystère du monstre de la nuit. Dans cette suite, Fievel est atteint de terreur nocturne. Depuis quelque temps, les journaux mettent en avant les attaques d'un terrible monstre. C'est ainsi que Fievel fait équipe avec la journaliste Nellie Brie afin d'y connaître la vérité et peut-être affronter sa peur. En soi, cette suite paraît beaucoup plus simple que le précédent, mais reste tout de même efficace. L'un des thèmes principaux de cette suite étant la peur. Et surtout, comment l'affronter. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, ce n'est pas que ça exactement. Si le thème du journalisme est au cœur de l'histoire, c'est qu'il démontre comment est-ce qu'on peut propager la peur à travers l'information, d'intox ou de bruit de couloir, et que seule la vérité sera la faire voler en éclats. À nouveau, il y a du neuf dans cet opus. Bien que l'esthétisme reste similaire au précédent, cela reste plaisant pour les yeux. En somme toute, c'est une suite et une conclusion plutôt sympathique. Bien entendu, je vous recommande ces 2 DTV qui très franchement valent le détour. Ça reste dans le respect des films Fievel, cela n'a pas certes l'ambition des films, mais ce n'est pas inintéressant, et Fievel est adorable. Malheureusement, ce qu'il y a de plus triste à propos des suites directo vidéo, c'est qu'ils n'ont pas toujours été appréciés sous un bon œil. En effet, malheureusement, ces 2 suites de Fievel se sont fait démolir par la critique. L'aspect des TV n'a malheureusement pas échappé à la critique, certains allant même jusqu'à qualifier que ces 2 suites de Fievel prenaient les enfants pour des gros abrutis, ou à l'inverse expliquer que les thèmes abordés dans le 3e opus étaient beaucoup trop politiques pour les enfants. Je rappelle juste à ces critiques que dans le premier, on abordait le thème de l'immigration, qui, je sais pas s'ils sont au courant, est un thème politique aussi. Parmi les mauvaises critiques, le dernier Fievel qui était attribué de conclusions médiocres et mauvaises. Bon, on est d'accord pour dire qu'ils ont jamais regardé la légende de Brisby. Mais en plus de tout cela, et comme si ça ne suffisait pas, une censure débile. Cela concerne le dernier opus Fievel. En effet, il faut savoir que c'est Universal qui possède les droits des 2 Fievel en DTV. Et que, par conséquent, les 2 opus possèdent un PEGI indiquant que c'est pour les enfants. Jusqu'en 2019. En effet, il a été décidé que le PEGI monte d'un cran, et même si on pourrait penser que c'est tout simplement dû à des images effrayantes dans le film, puisqu'on sait qu'un américain il suffit pas grand chose pour l'effrayer, en réalité ce n'est même pas l'excuse de pourquoi est-ce que le film a monté d'un PEGI. Bon, il est pas non plus interdit aux moins de 16 ans. La raison vient à cause de la grande sœur de Fievel, Tanya.
puisqu'en effet dans l'histoire, elle tombe amoureuse de son patron et fantasme complètement sur l'idée qu'ils aient une relation. Évidemment, tout cela est montré en dérision et cela n'aboutit pas à ce que Tanya s'attendait, puisque le principal intéressé l'ignore complètement, ce qui appuie le côté comique de la situation. Et puis, ce n'est ni plus ni moins qu'un fantasme de jeune fille, c'est tout, rien de plus. Et pourtant, cela suffit au public américain, qui a jugé que c'était inapproprié de montrer ça à des enfants, appuyant bien sûr sur le fait que le personnage de Tanya est encore très jeune. Une décision qui, je le rappelle, a été prise en 2019, soit quasiment 20 ans après la sortie du film. D'autant plus que, comme je le rappelle encore une fois, ce n'est juste qu'un fantasme de jeune fille qui n'a que des répercussions comiques dans l'histoire. Le film est lui-même conscient que Tanya est beaucoup trop jeune, c'est pour cela qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut, et de ce fait, il n'y aura aucune relation entre elle et son patron. Alors pourquoi mettre une censure pour te dire que c'est inapproprié quand le film lui-même te dit que c'est inapproprié? Mais enfin bref. Du coup, quelle conclusion? Eh bien, mine de rien, les 4 films Fievel sont de très bons films, avec des ambiances parfois différentes, mais toujours avec la même identité. On peut apprécier l'aspect triste et touchant du premier film, l'aspect loufoque et virevolté du deuxième, ou l'efficacité pour le troisième et quatrième. Mais dans l'ensemble, c'est une parfaite quadrilogie, et qui pourrait, je pense, en émerveiller plus d'un.